Bienvenue sur Le Crible, le podcast qui vous parle de ce qui, trop loin des normes, des codes, des modes et des conventions, n'aurait pas dû fonctionner, peut-être même pas dû voir le jour. Le Crible vous parle de produits, d'œuvres majeures ou mineures dont la renommée, le financement et l'existence tiennent du miracle. Bienvenue dans l'univers de l'improbable devenu essentiel. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes ravis de vous présenter le premier numéro du Crible. Alors Pierre, tu décrirais comment le Crible en quelques mots ? Alors le Crible, c'est une enquête que nous allons mener sur une période pas encore entièrement définie, parce que ça dépendra de notre succès dans la résolution de cette enquête. Les questions qu'on va se poser, c'est essayer de comprendre pourquoi certains objets culturels, certaines œuvres, a priori insolites, déroutantes, ont pu devenir des succès. Alors des succès, il faudra s'entendre aussi sur ce qu'on entend par succès, pas nécessairement des succès commerciaux, mais en tout cas des références culturelles partagées par beaucoup de monde. Et avec un fil conducteur, parce que là il faut quand même être honnête aussi, un fil conducteur qui est intimement lié aux choses que nous aimons. Oui, absolument. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de vous parler de la série culte de 1967, Le Prisonnier. Une série très singulière et très addictive, qui a surpris tout le monde par la folie de son univers et par l'innovation étonnante qu'elle a représentée à l'époque. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas la série, qui n'a pas été diffusée depuis longtemps, mais c'est une série à redécouvrir absolument, et son influence sur les séries modernes est incontestable. Comment présenter Le Prisonnier ? On pourrait résumer la série dont nous vous parlerons ce soir de la manière suivante. C'est l'histoire d'un espion, dont on ignore le nom, on ne le connaîtra jamais, qui démissionne brutalement d'une organisation secrète. Arrivé chez lui, il est gazé, et se réveille dans un charmant village côtier, entouré de montagnes, dont il est le prisonnier. Le village est agréable, coloré, bigarré, peuplé d'individus dont l'identité a été remplacée par un numéro. Le village est gardé par une grande boule nommée Rover, le rôdeur dans la version française. On ne sait pas grand-chose des ravisseurs, ils portent eux aussi un numéro, les rendant indissociables des prisonniers. Ils sont représentés par un homme surnommé numéro 2. Le héros se voit à son tour assigner un numéro. Il est désormais le numéro 6, mais refuse de renoncer à sa liberté et à son identité. C'est rapidement raconté, le pitch de la série résumé dans son inoubliable séquence d'ouverture. Where am I? In the village. What do you want? Information. Whose side are you on? That would be telling. We want information. 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 You won't get it. By hook or by crook, we will. Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man. Même si la télévision expérimentait déjà un peu à travers, par exemple, des séries comme Chapeau melon et bottes de cuir, Le Prisonnier n'était pas forcément une œuvre inscrite dans son époque. Angoissante, paranoïaque et absurde, elle brisait bien des codes narratifs et visuels, et mettait en scène un héros en échec perpétuel. Le Prisonnier a rencontré un succès d'audience plutôt limité. Son succès était tardif, c'est lors des rediffusions que la série a eu vraiment beaucoup de succès. Son dernier épisode jugé trop fou a déchaîné la colère des Anglais, au point que Patrick McGowan, le concepteur et l'acteur star de la série, a dû quitter le territoire le temps que la tempête se calme. L'audace extrême du dernier des 17 épisodes de la série fera dire à un journaliste du Télégraphe que Le Prisonnier est une série qui sabotait tout, et tout d'abord elle-même. Bienvenue au village. Alors Pierre, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui te fascine dans Le Prisonnier ? Ouais, d'abord, ce qui me fascine, et je crois a fasciné une grande partie de son audience, c'est toute une série de contrastes en fait et de paradoxes
dans cette série. Elle est très datée esthétiquement, on est vraiment dans les années 60. Et en même temps, elle joue aussi sur une espèce d'achronie, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de présent permanent. Il y a dans cette série, donc, enfin, on ne va pas spoiler grand-chose en disant qu'une grande partie de l'intrigue tourne autour du fait que les habitants de cette île, et en particulier le numéro 2, puisqu'on ne voit jamais le numéro 1, que le numéro 2 veut extorquer des secrets du numéro 6, et que le numéro 6 ne veut pas révéler ces informations, et n'a qu'une idée en tête, c'est échapper au village. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une temporalité qui est un petit peu celle des histoires de super-héros, des Marvel, etc. C'est-à-dire, on se dit que si le prisonnier avait continué plus longtemps, il aurait fallu créer des multiverses, parce que on est dans un présent permanent. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à chaque tentative d'évasion, les personnages ont oublié ce qui s'était passé avant. Et d'ailleurs, cette espèce d'amnésie, elle est même fonctionnelle dans la série, puisque le numéro 2 est chaque fois différent. Enfin, à une ou deux exceptions près. Et que ça ne semble pas susciter de questionnement de la part ni des autres personnages, ni du protagoniste principal, le numéro 6. Donc on est vraiment dans cette espèce d'amnésie, donc une espèce de présent perpétuel, en dehors du temps précisément. Et on est dans un lieu aussi qui lui-même est atopique. Mais par rapport à ce lieu atopique, un exemple pour illustrer ça, c'est qu'il y a en tout cas 3 épisodes au cours desquels le personnage principal tente de s'évader, il y parvient presque. Et dans ces 3 épisodes, on a des indications assez précises sur la localisation géographique du village. Et en fait, dans ces 3 épisodes, cette localisation géographique est complètement différente. Il y a dans la mer Baltique, une autre île est plutôt dans la Méditerranée, et un épisode où on se rend compte qu'il serait en fait tout simplement pas très loin de chez lui, en fait, près de Londres. Et en fait, ces 3 histoires, ces 3 versions cohabitent sans susciter de problème de cohérence dans la série, parce qu'on a l'impression aussi en tant que spectateur qu'on est conditionné pour faire un reset. On repart finalement de la même histoire. Donc il y a une espèce l'histoire trébuche en quelque sorte sur cette même obsession des habitants de l'île d'extorquer ces informations, et du numéro 6 de se soustraire à cette exigence. Hear the word of the Lord. Guilty! Une autre chose que je voulais soulever par rapport à ce qui a été dit dans l'introduction, c'est par rapport aux habitants du village. En fait, on peut interpréter de 2 manières leurs conditions, 2 manières extrêmes, et probablement que la réalité est entre les 2. Une version extrême, ce serait de se dire qu'en fait, ce village n'existe que pour soustraire des informations au numéro 6. Et donc, en fait, les habitants du village sont tous les instruments de cette même tentative d'extraire des informations. Donc, en fait, ils sont tous complices. Et que le seul qui soit, en réalité, enfin, on va dire, normal, ou en tout cas qui ne fasse pas partie de cette espèce de complot, c'est le numéro 6. L'autre version, c'est de se dire qu'ils sont tous prisonniers. Ce qui peut être corroboré par certains éléments de la série aussi. Par exemple, le fait que le numéro 2 change à chaque épisode, peut-être parce qu'il a échoué, peut-être qu'il est une espèce d'informateur au sein de cet univers carcéral que représente le village. Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse dans la série. Mais enfin, on se rend quand même bien compte que les instruments de l'oppression dans le village sont eux-mêmes soumis à une oppression. On se rend bien compte que quand le numéro 2 ne parvient pas à ses fins, à savoir obtenir les informations du numéro 6, ça génère quand même un certain stress et une certaine tension. On se doute que ça va pas bien se passer pour lui. Donc en tout cas, il semble qu'il s'exerce sur tous les habitants du village une forme d'oppression. Parmi les instruments d'oppression dont tu parles, il y a donc Rover, la fameuse boule qui garde le village. Alors, pour l'anecdote, à l'origine, Rover devait être un robot roulant avec une sirène sur la tête. C'était une première version qui avait été dessinée par McGowan lui-même, mais le robot était trop mal conçu. Il avait beaucoup de difficultés à se déplacer, il a coulé en fait lors des premières heures du tournage.
Et McGowan a été inspiré par un ballon météo qui était au-dessus du village à ce moment-là. Et donc le dos au mur, voilà, il a décidé que ce serait le nouveau rover, donc ce gros ballon. Donc il y a vraiment un élément de sérendipité, de hasard heureux, qui a rendu l'univers de cette série encore plus étrange. Sérendipité, exactement, et ce qui montre à quel point le crible peut être capricieux, puisqu'il peut s'exercer de manière assez différente, finalement, pour en arriver à retenir aussi ce que personne ne s'attendait à voir retenu. En l'occurrence, effectivement, ce rôdeur était supposé incarner une force inquiétante. À l'arrivée, on se retrouve avec une sorte de je sais pas, un pouf, un lampadaire 70s design. Mais je pense que ça contribue en fait à le rendre encore plus inquiétant, parce qu'il y a une espèce d'inquiétante familiarité en fait. Ouais. Alors le village, ce fameux village, il existe, il s'appelle Portmeirion. Portmeirion est toujours aujourd'hui un lieu très prisé par les fans, encore nombreux de la série, et c'est toujours aujourd'hui aussi l'attraction touristique la plus visitée du Pays de Galles, donc avec 230 000 visiteurs par an. Je crois savoir qu'il s'y tient aussi, alors je ne sais pas si c'est annuel encore aujourd'hui, mais une convention effectivement, au cours de laquelle les fans se retrouvent là-bas avec du cosplay, etc. Exactement. Des parties d'échecs grandeur nature, et où effectivement les fans peuvent investir le lieu et revivre certaines séquences cultes de la série. Je mets ce voyage sur ma bucket list. Alors Le Prisonnier, c'est une série qui est vraiment hors norme. Et je pense que c'est la seule qui doit être qualifiée par Wikipédia de série allégorique de science-fiction. Oui, c'est intéressant. Alors, science-fiction, je ne trouve pas que ce soit évident. Non, je suis d'accord. Parce que, alors après, il faut s'entendre sur les définitions, mais j'ai l'impression que la définition la plus communément admise de la science-fiction, il y a quand même un élément d'anticipation, un élément futuriste. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits éléments. C'est vrai que quand on y repense, des épisodes, par exemple, dans lesquels, pour essayer de soutirer le secret du numéro 6, certaines machines sont mises en œuvre permettant de voyager dans les rêves, etc. Donc il y a quand même effectivement des technologies qui sont présentées qui ne correspondent pas à des technologies réellement disponibles. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément qui peut être assimilable à la science-fiction. Par contre, ce que je trouve plus intéressant, c'est effectivement l'aspect allégorique. Il y a quelques éléments d'indétermination dans le prisonnier qui font sa force d'ailleurs. Cet élément de on ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas quand ça se passe. Quoi qu'il en soit, est-ce que cette série elle est quand même pas franchement barrée, quoi. Franchement barrée et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, dans le ton en fait, quelque chose d'assez particulier aussi. Il y a beaucoup d'humour. Alors c'est un humour un peu tordu. Oui, très tordu. Voilà, il y a des éléments qui sont carrément burlesques, le sport, le kocho. Oui, le kocho. Qui est quand même sport de combat sur trampoline. Dont les règles, d'ailleurs, sont complètement opaques et volontairement entretenues comme telles. Il y a toujours aussi chez le numéro 6 une espèce d'ironie cruelle qui est toujours présente. Il y a un côté un peu sadique même chez lui, une espèce parfois de complaisance dans sa propre... dans son propre emprisonnement, une manière parfois par exemple de jouer le jeu de manière volontairement exagérée avec ses oppresseurs. À titre d'exemple, il y a l'épisode des élections, oui, où il se présente lui-même. Mais je ne pense pas que ce soit avec une volonté réformatrice, c'est carrément avec une volonté de sabotage, et puis on a un peu l'impression aussi de boire le calice jusqu'à la lie. Donc il y a quelque chose d'un peu sadique. Et peut-être même potentiellement masochiste, vu qu'on sait qu'une partie de l'ennemi au moins, c'est le numéro 6 lui-même. There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. Read every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret Asian man, they've given you a number and taken away your name. On a parlé des audaces et des côtés loufoques et étranges du prisonnier, mais on peut peut-être dire aussi que la série a une dimension provocatrice et une dimension subversive. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre ? Alors, je crois qu'elle est subversive à plusieurs niveaux. Enfin, je crois qu'il y a une subversion qui sous-tend vraiment tout l'ensemble du propos, mais qu'on peut l'analyser à plusieurs niveaux.
Alors évidemment, on a un personnage qui est en lutte contre un environnement oppressif, qui refuse de se soumettre au dictat de cet environnement qui l'entoure. Et déjà ça, alors qu'en plus cet environnement qui l'entoure n'est pas a priori... Enfin, on essaie de lui soutirer des informations, mais on finit par se demander au bout d'un certain temps si ces informations existent réellement, s'il ne s'agit pas d'un prétexte ou d'un simple... C'est un MacGuffin. Donc finalement, ce village n'a pas l'air si mal. Le paysage est super beau, l'architecture est plutôt séduisante, les gens sont sympathiques, tout semble être fait pour garantir un confort maximal au numéro 6. Il a un appartement qui est la réplique parfaite de sa garçonnière londonienne. Il est entouré de gens qui a priori lui veulent du bien et veulent satisfaire ses désirs. Il est souvent abordé par des femmes qui semblent vouloir le séduire. Donc, enfin, a priori, il y a pire comme geôle. Et pourtant, malgré ça, le numéro 6 ne se laisse pas avoir. Il continue à résister contre cette forme d'oppression. Donc là, il y a quelque chose de subversif au sens où on pourrait dire, voilà, c'est un personnage qui se lève contre une forme d'oppression. Moi, je pense que c'est subversif. C'est encore plus subversif si on pousse l'analyse un petit peu plus loin. Parce qu'en réalité, quand on s'interroge, mais c'est difficile d'aborder cette question-là sans spoiler un peu, mais en révélant ce qu'on va révéler, je pense que la série ne perd pas de son intérêt, parce qu'elle continue à être énigmatique, à poser plein de questions, elle maintient en tout cas la curiosité du spectateur. Donc, et puis c'est une œuvre qui est belle. Donc voilà, et je pense que... on a tous des films qu'on adore, qu'on a déjà vus 1000 fois et qu'on verra encore, même si on connaît la fin. Voilà. Et je pense que Le Prisonnier fait partie des œuvres qui peuvent survivre malgré le spoil. Donc alors, le spoil. Le spoil qui est d'ailleurs dans le générique de début. Who is number 1? You are number 6. Et alors là, on peut en discuter, c'est une affaire de virgule, mais la réponse c'est You are number 6 ou You are number 6. Donc soit le numéro 2 élude la question en lui répondant simplement vous êtes le numéro 6 et la question de savoir qui est le numéro 1 ne vous intéresse pas. Si on place la virgule différemment, ça peut aussi vouloir dire le numéro 1, c'est vous, numéro 6. Ce qui semble être le cas effectivement lorsqu'on regarde le dénouement du dernier épisode, qui est une espèce de psychanalyse finalement du numéro 6 avec le numéro 2, psychanalyse qui ressemble un peu aussi à une lutte à mort, mais à l'issue de laquelle les masques tombent et il semble clair que le numéro 6 est le numéro 1. Et d'ailleurs, cette révélation coïncide avec sa libération. Donc ce qui donne alors tout à coup une autre lecture, et finalement beaucoup plus subversive encore que le premier degré d'un personnage qui refuse de se laisser aliéner par son entourage. C'est l'idée selon laquelle, en fait, le geôlier du prisonnier, du numéro 6, n'est autre que lui-même. Et donc cette idée qui finalement aussi en forte résonance avec la pensée émancipatrice de la fin des années 60. Donc l'idée selon laquelle, en fait, oui, nous sommes en fait les artisans de notre propre asservissement. Où je pense que plus ou moins vers la même époque, Michel Foucault parlait du petit fasciste en nous qui nous fait aimer notre propre oppression. Et donc si on examine ou si on revoit la série à la lumière de cette révélation dont on a dit qu'elle était annoncée dès le départ, mais enfin quand ça se confirme, et donc on refait le cercle et on revoit tous les épisodes sous cette lumière-là, alors effectivement, c'est une libération par rapport à notre propre propension à nous complaire dans un confort, qu'il soit intellectuel, matériel, et dont l'île est la parfaite métaphore. Donc voilà, tous les désirs primaires du prisonnier sont satisfaits. En apparence, tout va bien, mais en fait, ce que cherche le numéro 6, c'est du sens. Donc je me suis intéressé à comment ça existait. Comment, à un moment, il y a un producteur qui a dit « Ok, on va passer ça à la télévision pendant un an », sachant qu'à l'époque, il n'y a que 3 chaînes anglaises. Donc il y a BBC 1, BBC 2 et ITV. Le prisonnier a été diffusé sur ITV. C'est un risque, évidemment, de passer un objet comme ça, alors qu'on est dans un petit paysage. En fait, McGowan, au départ, c'était la star d'une série qui s'appelle Danger Man, qui est aussi passée aux États-Unis sous le titre Secret Agent, et qui a connu quand même 86 épisodes, 4 saisons. Là, il incarne l'agent John Drake. C'est un agent secret britannique sans armes, sans gadgets,
et apparemment sans libido, parce que visiblement McGowan n'a jamais d'interaction amoureuse, en tout cas dans Danger Man, et très peu dans Le Prisonnier. Mais donc Danger Man a fait de McGowan une star, et même l'acteur le mieux payé, en tout cas l'acteur télé le mieux payé de Grande-Bretagne. Mais il a été lassé de ce personnage, et donc il a démissionné. C'est un magnat de la télévision privée anglaise, Lou Drake, le président en tout cas le mogul derrière ITV, qui a persuadé McGowan de rester sur la chaîne. McGowan a dit je veux bien rester, mais donc il a pitché cette mini-série étrange qui raconte l'histoire d'un espion emprisonné. Voilà, c'est ce dont on parle ce soir. C'est aussi une série très chère, 75 000 livres par épisode, et la légende veut que Lou Drake a immédiatement dit oui, et que le deal s'est scellé sur une poignée de main entre les deux. Alors McGowan dit que Lou Drake l'a fait parce qu'il n'avait pas très bien compris. Lou Drake dit qu'il avait très bien compris, qu'il était tout à fait partisan du projet. On a deux interprétations. Petite question par rapport à ça. Et est-ce que McGowan l'a pitché comme une sorte de sequel à la série précédente? Parce que quelque part, il y a des éléments de continuité entre les deux, même si le ton, le style, tout change, mais le personnage, il y a quand même une continuité. Et donc, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie, justement, pour défendre le nouveau projet auprès de ceux qui allaient le rendre possible? Ou est-ce que pas spécialement? Alors, pas spécialement, mais McGowan a repris une partie de l'équipe de Danger Man, donc il n'est pas le seul transfuge de Danger Man. Il y a le co-auteur, le co-scénariste de Danger Man, qui est aussi le co-scénariste du Prisonnier. D'ailleurs, il y a une petite dispute sur la paternité réelle du projet. Est-ce que c'est vraiment un projet de McGowan seul ou un projet de son co-auteur? Et alors j'ai appris un truc en faisant des recherches sur Le Prisonnier, c'est que je pensais que c'était une série complète qu'on a vue, et en fait c'est une série qui a été interrompue. Donc il n'y avait pas 17 épisodes, mais il y avait 26 épisodes qui se prolongeaient même après l'évasion. On devait donc assister à la traque du prisonnier à travers le monde, et c'est simplement après le 15e épisode que la chaîne a annoncé à McGowan que la série se terminait abruptement. Et il a dû, vraiment dans l'urgence, écrire et tourner les 2 derniers épisodes, ce qui peut donner cette impression un peu étrange aussi dans ces 2 derniers épisodes, qui terminent de façon un peu abrupte. Mais donc il y avait initialement 26 épisodes de prévus et finalement 17 tournés. C'est vraiment intéressant parce qu'évidemment on se prend toujours à rêver des scénarios what if, mais alors on peut pas présager de la manière dont McGowan l'aurait fait, mais c'est vrai que sur base de ce qu'on connaît de la série, alors il y a pu y avoir une certaine insatisfaction de la part d'une partie du public au moment où je dirais toute la série s'est résolue, mais je pense que dans la lignée de tout ce qu'on vient de dire, si effectivement à un moment donné le numéro 6 s'était évadé, avait été poursuivi, et on était tombé dans des schémas beaucoup plus propres à l'univers du film d'espionnage, etc. Et donc ça veut dire des éléments qui, pour le coup, réinscrivent l'histoire dans un cadre spatio-temporel, historique, etc. On aurait probablement perdu une grosse partie de la dimension allégorique. Et on ne sait pas ce qu'on aurait dit de la série aujourd'hui, mais j'ai le sentiment en tout cas, ça n'aurait pas été la même série, et ce qui en fait la spécificité, les éléments fascinants, aurait quand même été sérieusement mis à mal. Oui, peut-être, même si je pense que ça n'aurait pas été une track classique. Non. Ça n'aurait pas été Prison Break. Mais est-ce que nous aurions eu le dénouement tel qu'on le connaît? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Petite anecdote avant de te laisser conclure. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais Patrick McGowan a repris le rôle du prisonnier en 2000, pour la dernière fois. Et c'était à l'occasion de la 12e saison des Simpsons. Ah, il a fait un caméo. Il a fait un caméo dans un épisode des Simpsons qui était entièrement dans l'univers du prisonnier. Et Homer Simpson est le numéro 5. Waouh. Ouais. Ça, j'ignorais complètement, parce qu'il y a effectivement quelques caméos célèbres dans les Simpsons, et je crois que la plupart des gens dont on parlera ou d'une manière ou d'une autre apparaissent ou sont au moins cités dans les Simpsons. Mais non, je ne savais pas qu'il y avait tout un épisode qui était consacré. Je pense que je vais me précipiter dessus. Voilà, il est sur YouTube et on va mettre un petit extrait sonore. Welcome, friend. I'm number 6. I'm number 15. What number are you? I am not a number. I am a man.
And don't you ever... Oh, wait, I'm number 5. In your face, number 6. Yes, well done. Who are all these oddballs? Well, they keep us here because we know too much. Selon Gilles Deleuze, c'est souvent à la fin du repas, entre la poire et le fromage, que l'on se pose les questions essentielles. Et le crible ne fait pas exception à cette règle. Donc nous voici arrivés maintenant à la fin de ce premier numéro, et donc le moment est venu de se poser peut-être une question essentielle. Pourquoi avons-nous choisi de commencer par Le Prisonnier ? Eh bien, la raison est simple. Le Prisonnier, c'est la série culte par excellence. Ça, c'est une affirmation qui devrait mettre tout le monde d'accord, tant ceux qui connaissent le moindre dialogue de la série, que ceux probablement plus nombreux qui en auront seulement capté des bribes dans un recoin d'enfance. Mais il faut se méfier parce que c'est souvent lorsque tout le monde semble d'accord que l'obscurité est en réalité la plus profonde. On devrait toujours se méfier de l'unanimité. Elle enveloppe en général les plus gros malentendus. Et ça, c'est pas Gilles Deleuze. Le Prisonnier, série culte donc. Mais qu'entend-on exactement par ce terme culte, mis aujourd'hui à toutes les sauces ? Essayons donc de définir ce que tout le monde semble comprendre implicitement quand on parle de culte, de série culte, de film culte, d'album culte. Et pourquoi cette élucidation est importante ? Bien, parce que l'enquête du crible y est intimement liée. Ce qui est culte, de prime abord, c'est ce que tout le monde connaît, d'une manière ou d'une autre. Et cette précision a son importance. Que tout le monde connaît parce que clairement, une œuvre qui serait totalement obscure ne pourrait prétendre au statut de culte. Mais d'une manière ou d'une autre, parce que cette connaissance comporte de multiples degrés. L'objet culte occupe une position particulière sur la ligne de partage entre deux niveaux de connaissance. Il est l'objet dont tout le monde a entendu parler, avec à nouveau toute l'ambiguïté liée à cette unanimité, mais que peu connaissent en profondeur. Et par là même, il définit une séparation flottante entre la petite élite des initiés et l'immense masse des profanes. L'objet culte est donc littéralement adulé par un premier cercle d'initiés qui en connaissent les moindres détails. C'est ce premier cercle qui justifie l'analogie religieuse et la terminologie quelque peu empruntée à l'ésotérisme. La communauté des fans, experts, zélotes, a ses rituels. Elle agit selon ses propres codes, qui renvoient toujours à l'œuvre canonique. Elle opère selon une connivence entièrement polarisée par cette œuvre, faite de références, de citations, d'allusions. Au sein de cette communauté, la vie n'est pas de tout repos. On peut débattre sans fin sur des questions d'interprétation, d'herméneutique, de légitimité. On s'entre-excommunie et on crée des schismes, pour des motifs qui sont proprement incompréhensibles pour le reste du monde. Pourtant, l'objet culte, dans un second temps, échappe à ce premier cercle d'adorateurs. Il s'infiltre alors dans la culture populaire jusqu'à devenir familier à presque tout le monde. Mais cette familiarité reste justement à l'état de familiarité. Elle est lointaine, comme un écho perdu dans la brume, et qui se prête à toutes les approximations, comme une rumeur qui précisément autorise toutes les rumeurs. Dans ce monde-là, Le Prisonnier devient cette série bizarre avec la grande boule qui flotte sur la plage. Frank Zappa, un musicien fou avec une moustache à la Dali. Et Darth Vader, une représentation archétypale du conflit édipien sur fond de sabre laser. Dans ce monde-là, on reconnaît immédiatement certains signes, slogans, symboles liés à l'œuvre culte, sans nécessairement en connaître la signification ou la place au sein de cette œuvre, parfois même sans savoir qu'ils proviennent de cette œuvre. Et on se les réapproprie dans des contextes qui n'ont plus grand-chose à voir avec le contexte original. Si l'on peut dire de toute œuvre qu'elle finit par échapper à son auteur, ce qui caractérise l'œuvre culte, c'est qu'elle s'échappe à elle-même pour devenir sa propre ombre dans la culture de masse. En termes vaguement barthiens, on pourrait dire qu'elle génère des signes qui s'affranchissent d'elle et finissent par suivre leur vie propre au sein du champ culturel. Ni blockbuster, ni totalement obscur, l'œuvre culte est en fait une œuvre super méconnue. Ce qui est culte, c'est en fait ce que l'on voudrait partager avec le reste du monde sans toutefois en dévoiler complètement tout le mystère. Il y a quelque chose de profondément dialectique dans l'objet culte. Conspiration amicale que les initiés voudraient étendre sur l'ensemble du monde, mais aussi secret bien gardé qu'il ne s'agirait pas de divulguer complètement sous peine d'en détruire le charme. Et l'œuvre culte ne le reste qu'à condition de maintenir cette tension. C'est le paradoxe de toute œuvre révolutionnaire ou disruptive. Ses fans aspirent à la voir sortir de la confidentialité, mais pas trop, car alors elle deviendrait l'antithèse de sa raison d'être. Il n'empêche que ce moment particulier est finalement hautement improbable,
où l'œuvre passe de la confidentialité partagée par quelques exégètes à un phénomène culturel de masse, à quelque chose de miraculeux. On ne peut l'expliquer a priori, il se soustrait à toute tentative d'inférence. Nous ne nous faisons pas d'illusions. S'il y avait une recette miracle, elle serait connue. Chaque œuvre culte a son histoire propre, faite de contingences et de hasard. Le crible s'est donné pour ambition de trouver certaines caractéristiques communes à ces œuvres et aux circonstances qui les ont engendrées, mais sans illusion excessive, car l'œuvre culte, à l'instar du numéro 6, se dérobe à toute tentative d'être fichée, enregistrée, classée ou numérotée. Suite au prochain épisode. Merci Pierre. Alors oui, prochain épisode qui sera consacré à une œuvre qui est à la fois culte et à la fois un blockbuster, peut-être la plus connue des œuvres cultes, ce sera donc Star Wars. D'ici là, portez-vous bien. On voulait encore remercier Katia et Pascal, les excellents podcasteurs de Pamela Target, pour leurs conseils bienveillants dans la création de ce premier numéro du Crible. Donc merci à eux et on espère vous retrouver très vite sur notre page Facebook, donc facebook.com/lecriblepodcast. Et sur Minitel 3615 le Crible. Le crible, presque parfait.